Mais il y a le respect, tu vois, comme on dit chez nous, la différence, elle se fait à l'établi. Ouais. Tu vois. La différence se fait à l'établi, mesdames, messieurs. Dieu que ça fait du bien d'entendre des phrases comme ça. Alors, on va encore me jeter des tomates pourries, mais pour moi, c'est le cœur de l'identité française. On est presque les seuls au monde à faire cette chose-là. Et je trouve que c'est absolument fondamental de préserver ça. C'est marrant parce que je découvre au fur et à mesure de notre discussion que la relation humaine et donc déjà la capacité de vivre en communauté, puis la relation humaine, et puis toutes les valeurs qu'on a complètement paumées dans notre civilisation aujourd'hui, enfin on peut se le dire, hein, tout simplement, fait que je ne pensais pas que c'était à ce point important dans le compagnonnage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce numéro de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui est un grand jour et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à ma table, dans ma maison en Bourgogne, chez nous donc, avec Sonia et avec Alex et toute notre équipe, et avec Manu. On dit Manu ? Et ben voilà. Nous avons la chance de recevoir deux personnages que je suis content de recevoir puisque ce sont des représentants de l'association ouvrière des Compagnons du Devoir. Alors vous savez, si vous suivez cette chaîne, vous avez souvent entendu parler des Compagnons du Devoir avec Pierre Cortet, avec Stéphane Jiménez, avec tous les gens qui connaissent, qui ont côtoyé de près ou de loin, et en ce qui concerne Stéphane et Pierre, de très près évidemment l'association ouvrière des Compagnons du Devoir. Vous avez donc entendu parler de cette chose-là que beaucoup de gens nous envient d'ailleurs de par le monde. Nous avons écrit un livre avec Sonia récemment qui s'appelait Souliers, dans lequel on parle justement des Compagnons du Devoir, et la version anglaise a eu beaucoup de succès et nous avons reçu énormément de demandes de gens du monde entier nous demandant mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Qu'est-ce que c'est que l'association des Compagnons du Tour de France ? Alors j'ai beau leur expliquer 2-3 fois que ça n'a rien à voir avec le cyclisme, hein, parce qu'évidemment le Tour de France pour beaucoup de gens c'est du cyclisme. Et donc on avait beaucoup de questions et on s'est dit voilà, c'est l'occasion aujourd'hui de faire enfin une émission consacrée aux Compagnons du Devoir, au compagnonnage. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'où ça vient ? À quoi ça sert ? Et qu'est-ce que ça pourrait amener dans la civilisation d'aujourd'hui ? Et qu'est-ce que ça amène d'ailleurs ? Qu'est-ce que ça apporte dans cette civilisation ? Et moi, c'est quelque chose auquel je suis très attentif depuis des années. Et c'est donc un énorme bonheur pour moi de recevoir on va dire, le parrain et son filleul, donc un compagnon, on va dire, qui a déjà un petit peu de route, et un compagnon qui a été reçu Compagnon du Devoir il y a uniquement 3 semaines. Donc j'ai la joie, l'honneur et l'avantage de recevoir dans notre émission, Jacques Ferrand, à ma gauche, qui est donc Compagnon du Devoir maroquinier. Compagnon maroquinier du Devoir. Compagnon maroquinier du Devoir, il faut le dire dans l'ordre. Bienvenue Jacques chez nous. Merci. Et Pierre-Baptiste L'Hospital, qui est un jeune compagnon qui a été reçu compagnon il y a 3 semaines. 3 semaines voilà. Exactement, et donc qui est compagnon bottier du Devoir. Compagnon cordonnier bottier du Devoir. Pierre-Baptiste m'a appelé il y a 1 an ? 1 an maintenant. Voilà. En me disant, voilà, monsieur Jacomet, je suis apprenti chez les compagnons, donc je ne suis pas encore compagnon, je suis apprenti, et je dois faire un travail, ça s'appelle de positionnement, on va en parler en détail tout à l'heure. Dans mon cursus de compagnon, je dois faire une paire de souliers, et il me dit, j'aimerais bien la faire pour vous. Bon, vous imaginez que je n'ai pas dit non. Parce que, 1, je trouvais le geste assez joli, puis 2, je suis toujours le premier à défendre cette institution et à donner la chance aux jeunes. Donc, mais je lui ai dit, mais il y a un problème, mon cher Pierre-Baptiste, c'est que tu vas prendre mes mesures, mais là, après, je m'en vais aux États-Unis pour plusieurs mois. Et il m'a dit, c'est pas grave, je vais venir te faire ton essayage aux États-Unis, ce qui est quand même assez formidable. Donc, et aujourd'hui est un grand jour, puisqu'il va me livrer ma paire. Dans un cuir un peu particulier, d'ailleurs, je le sens d'ici le cuir, c'est un cuir de Russie, on va vous en parler. Donc voilà la raison pour laquelle Pierre-Baptiste et son parrain donc, de réception sont avec nous. Mais avant donc de rentrer dans ce détail-là, j'aimerais, Jacques, que tu nous expliques, pour nos auditeurs et les abonnés qui nous reçoivent, qui nous suivent, dites-leur en 5 minutes, qu'est-ce que c'est que les compagnons ? Parce qu'il y a des gens qui en ont entendu parler, évidemment, sur cette chaîne, mais peut-être tout le monde ne comprend pas ce que c'est exactement. Donc, est-ce que tu pourrais nous brosser un tout petit peu le panorama ? Qu'est-ce que ça veut dire le compagnonnage et quelle est sa réalité au XXIe siècle ? Ok. Historiquement, on pourrait définir ça à une fraternité d'ouvriers. D'accord. Donc les compagnons, hein, c'est des hommes de métier qui ont décidé de s'affranchir des maîtres, oui. Et puis pour être capables de voyager et puis d'évoluer dans leur métier. Ça démarre au quel siècle ?
Alors, historiquement, Ouais. je crois qu'on a un arrêté de police de 1650, je ne veux pas dire de bêtises, ou du XVIe siècle, à Dijon, en plus des compagnons cordonniers bottiers, D'accord. pour une histoire de rix, je pense. Donc, c'était des arrêtés de police. Hein. Les compagnons, ils avaient cette belle tradition de ne garder aucune archive et de les brûler et de les lier au vin en buvant un coup quand ils faisaient leur conduite en fin d'année. Pourquoi ? Parce qu'ils privilégiaient l'oralité plutôt que... Parce qu'ils étaient hors la loi. D'accord. Le compagnonnage, au départ, le statut de compagnon, on est apprenti. Ouais. Après, on est compagnon. Et pour devenir maître... Donc pour pouvoir ouvrir sa boutique, bon je parle de ça au Moyen-Âge, après je ne suis pas le meilleur historien non plus, Bien sûr. mais effectivement les ouvriers ne pouvaient plus accéder au statut de maître parce que c'était réservé aux fils de maître et il fallait payer une certaine somme d'argent pour pouvoir ouvrir boutique. D'accord. Donc certains ouvriers dans beaucoup de corporations ont décidé de contrer le système en changeant de ville, en se faisant embaucher et dans d'autres villes, et d'où les fraternités ouvrières de compagnons qui se sont montées avec, à une époque des protestants, à une époque des catholiques, le saint devoir de Dieu, les devoirs de liberté. Historiquement, donc c'est une association qui est quand même dans lequel il y a encore énormément de traditions et de rituels à respecter. Explique. Et de rites, on appelle ça des rites même chez vous, je crois. Oui. Raconte-nous un tout petit peu ça. Tu as le rite de Maître Jacques, de Salomon, de Soubise. Oui. Suivant les métiers, nous par exemple, les compagnons des métiers des matériaux souples, où nous sommes 4 métiers, donc sellier, maroquinier, cordonnier bottier et tapissier. Oui. J'ai oublié de le dire d'ailleurs, Jacques est un maroquinier émérite. Je suis un maroquinier. À Paris, qui travaille notamment pour des très très grandes maisons de luxe, et donc c'est entier, alors que Pierre-Baptiste, donc lui, est cordonnier bottier. C'est ça. Mais ça fait partie des matériaux souples. Exactement. Okay. Alors, la question est, donc on va revenir sur l'historique des compagnons, mais donc, qu'est-ce qui fait qu'un jeune garçon comme toi, tu as 23 ans aujourd'hui, exactement. Ça fait combien d'années que tu es chez les compagnons ? 5 ans. 5 ans. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un gamin de 18 ans, parce que tu as commencé à 18 ans, J'ai commencé à 18 ans, a eu envie d'entrer chez les compagnons ? Alors... Qu'est-ce qui déclenche une envie comme ça ? Parce que c'est quand même pas une décision un peu innocente. C'est-à-dire que tu sais dans quoi tu t'embarques, d'une certaine manière. Il y a une logique de vie, une hygiène de vie, on va y revenir en détail. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire ça ? J'avais commencé par des études de droit à Strasbourg. Et je pense que c'est une envie d'autre chose. Peut-être la fac de droit à Strasbourg, c'est une immense usine de personnes, d'étudiants. Je pense que je cherchais autre chose. Après aussi, on cherche ça par rapport à notre passion qu'on a à un moment donné. Moi, c'était la sneakers à Strasbourg. Tu étais passionné de sneakers ? Exactement, à Strasbourg. Incroyable. J'étais dans une association à Strasbourg. On se regroupait tous les mardis soirs. On avait une petite émission de radio, tout ça. Pour les nouveautés sneakers. Voilà. D'accord. Une association qui s'appelait Sneaker Empire, qui existe toujours. D'accord. Je me suis un peu détaché maintenant parce que le temps passe. Oui, bien sûr. Puis maintenant, tu fais des vrais souliers. Je fais des souliers très différents en cuir. Mais effectivement, c'est une très belle association. Et du coup, je suis parti de là. Plus l'envie de quitter la faculté qui ne me correspondait plus du tout. J'ai eu des discussions avec certaines personnes. Une compagnon cordonnier bottier qui était sur Strasbourg à l'époque, qui m'a un peu parlé des compagnons, etc. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais postuler à la maison de Strasbourg à l'époque avec le prévôt. Du coup, je m'inscris à la maison. On a un petit test à passer. Et après, il faut effectivement trouver une entreprise. Quand on rentre chez les compagnons, c'est trouver une entreprise. Ça n'a pas été simple. Quand l'apprentissage, c'est toujours un peu difficile de trouver une... Bien sûr, quelqu'un qui veut t'accueillir. En plus, voilà, exactement. On est assez jeune. Et prendre du temps pour toi, parce que c'est pas simplement là pour regarder les mouches voler, mais pour recevoir un métier. Et donc, qui t'a pris, toi, en première... Et du coup, moi, les compagnons m'ont envoyé une liste de différentes entreprises. Et sur cette liste, il y avait Berluti, Rosier-sur-Loire. Donc, Berluti... Anciennement, l'atelier d'Anthony Delos. Voilà. D'accord. J'ai pris contact avec Anthony, qui m'a rappelé. On a un peu échangé au téléphone. C'est à Saumur, du coup, c'est à 800 km de Strasbourg. Du coup, je ne suis pas allé directement faire un entretien d'embauche. Il m'a pris par téléphone. D'accord. Voilà, tout simplement. Et à la rentrée en septembre, donc j'avais toujours 18 ans, j'ai foncé à Saumur. D'accord. Et j'ai commencé
mon apprentissage à Saumur. Alors, mais quand tu fais un apprentissage, donc tu démarres, là c'est vraiment les premiers pas de compagnon, tu vis en communauté dans une maison de compagnon. Il y avait une maison de compagnon à Saumur ? Exactement, il y a une petite maison de compagnon, on est une trentaine, c'est une vraie maison de compagnon, on est en... Voilà, il y a une mère, il y a une mère encore dans cette maison. Une mère, ça veut dire quoi ? C'est comme la maman, tu veux dire ? C'est la personne qui nous accueille, qui nous prépare. Une mère. C'est une mère, hein, exactement. Incroyable. C'est la mère des compagnons. Ouais. Ça date aussi ça remonte à l'historique des compagnons. Ouais. Quand ils étaient dans les auberges, en fait, les compagnons, les premières maisons de compagnons, en fait, par corporation, par métier, tu avais la maison des tonneliers, tu avais la maison des bourreliers, tu avais les charpentiers. Donc on disait, ils faisaient mère chez la dame. Donc historiquement, c'était la mère ou le père des compagnons. Parce qu'il y a même, je suis retombé sur des écrits de père des compagnons cordonniers à Nîmes, par exemple. C'était un ancien compagnon et il avait monté une auberge et il recevait les compagnons qui faisaient leur tour de France. Voilà. C'est génial. Alors, juste pour remettre un tout petit peu, parce que là, moi, ça y est, je suis embarqué dans leur histoire et je vais juste un tout petit peu, faire un petit pas en arrière pour vous redonner un tout petit peu le contexte, parce que nous, ça y est, on est rentré dans le jargon même presque de la chose. En gros, le compagnonnage, alors, historiquement, c'est des gens qui se sont groupés pour presque se libérer un peu du joug des normes, d'une certaine manière, on peut le dire comme ça, et monter des associations par métier pour s'entraider et tenir le coup d'une certaine manière. Et après, la notion de transmission est venue relativement rapidement, mais surtout de fraternité. Je pense que c'est un peu la base du compagnonnage. Mais aujourd'hui, en gros, qu'est-ce que c'est que les compagnons ? La compréhension que j'en ai, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec mes deux invités, c'est en gros, je veux être... c'est généralement des métiers manuels, enfin c'est d'ailleurs uniquement des métiers manuels, donc tapissier, cordonnier, maroquinier comme Jacques, mais également tailleur de pierre, ébéniste, j'imagine, maçon... tous les corps de métier sont représentés et l'idée c'est, au lieu d'aller sur un cursus scolaire normal, c'est d'avoir un cursus scolaire mêlant, on va dire, une certaine hygiène de vie, une certaine philosophie de vie, on pourrait dire, basée sur le travail, sur la discipline, sur la fidélité, sur des choses comme ça, et sur surtout de la transmission de maître à élève. Si j'ai bien compris, quand même, le cœur, on va dire la colonne vertébrale de l'idée de compagnonnage, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on appelle donc, on dit que les compagnons de devoir font leur tour de France, parce qu'ils vont aller de maison en maison, de maître en maître, pour aller apprendre le métier. Généralement, ils vont chez des compagnons eux-mêmes, des anciens compagnons, qui transmettent leur savoir aux gens. Est-ce que je l'ai bien dit, Jacques ? Tu l'as bien dit, mais pas que chez des compagnons. D'accord. Effectivement, le Tour de France, c'est les spécificités métiers régionales. Bon, c'est vrai que c'est plus parlant pour un tailleur de pierre ou un couvreur, parce que ça ne va pas être la même pierre dans une région ou dans une autre. Oui, tu as raison. Après, effectivement, dans nos métiers, si je parle par rapport au métier de maroquinier, tu as des spécificités. Tu vas avoir des entreprises où tu vas faire tel type de bagage, d'autres du sac femme, d'autres de la petite maroquinerie. Donc déjà, suivant les industries ou les maisons, c'est pas la même main. Et en chaussures, c'est pareil, en botterie... et aussi en orthopédie, parce que les cordonniers bottiers font de l'orthopédie, ce qui permet d'appréhender différentes techniques et d'élargir le champ des possibles aussi. Donc toi, tu as été compagnon, tu as été reçu compagnon dans les années 90, fin des années 90 ? En 98. 98. Et quelle est ta relation ? Alors on parlait de Stéphane Jiménez, on va quand même dire un mot sur Stéphane, qui était un ami, je vais essayer de ne pas avoir la gorge qui se noue, qui était un ami cher. Et donc toi, tu as côtoyé Stéphane à l'époque où tu étais compagnon ? Oui, moi j'ai fait un apprentissage à Marseille, plus jeune que Pierre-Baptiste. Moi je suis rentré à 16 ans chez les compagnons. D'accord. Et ma première année sur le Tour de France, mon changement de ville, je le fais à Paris. D'accord. Et à cette époque-là, j'ai fait mon travail d'adoption, qui est la première pièce que tu fais. Et tu as ta petite canne, ta petite couleur, et tu rentres, tu aspires à devenir compagnon. Donc on va dire que tu embrasses le compagnonnage d'une certaine façon. Donc tu es adopté comme dans une famille, on peut dire ça. C'est un peu l'idée. L'adoption, c'est la première étape. C'est la première étape, C'est les deux premiers symboles qui sont frappés sur notre couleur. C'est le labyrinthe et la tour de Babel. D'accord. C'est quoi la couleur ? La couleur, c'est l'écharpe qu'on porte du compagnon. Et après, ça a évolué. Mais depuis quoi les deux premiers symboles, c'est le labyrinthe et la tour de Babel. Donc le labyrinthe, c'est on se cherche. Enfin, je ne sais pas comment ça. C'est la complexité de trouver sa voie. Et la tour de Babel, c'est d'aller vers la connaissance, voire même jusqu'au
Et sans s'y perdre. Donc en fait, la première étape, c'est l'adoption. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois adopté Oui. par l'association. La communauté. Par la communauté. Voilà. Et ils jugent sur quoi? Tu me disais que l'état d'esprit était fondamental dans les compagnons. Oui, bien sûr. On vit en communauté, on est là pour s'élever par son métier et avec les autres. Ouais. Tu vois, t'arrives, jeune homme, tu rencontres des vieux hommes, tu es confronté à des anciens qui peuvent avoir 70, 80 ans et qui viennent encore en réunion. Ouais. Donc tu vois, c'est quand même... moi j'ai réalisé les rapports humains chez les compagnons, pourquoi ils venaient encore, c'est monsieur, alors c'est des compagnons. Ouais. Donc là, il y a pas mal de choses où l'âge n'a plus de différence, mais il y a le respect, tu vois, comme on dit chez nous, la différence, elle se fait à l'établi, tu vois. La différence se fait à l'établi, mesdames, messieurs. Dieu que ça fait du bien d'entendre des phrases comme ça. Et donc alors, le cursus c'est adoption, donc tu es adopté, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ensuite, donc tu démarres ton Tour de France. Alors quand on dit Tour de France, c'est changement de ville. Normalement, tu dois changer tous les ans à peu près. Enfin, il n'y a pas de règle prédéfinie. Si, c'est tous les ans. Ouais. C'est tous les ans. Et donc le grand moment de bascule dans la vie d'un aspirant compagnon, c'est au moment où tu dis, là, je suis prêt pour mon travail de réception. Ça s'appelle un travail de réception, n'est-ce pas? C'est-à-dire où tu vas être reçu ou recalé, d'ailleurs, en tant que compagnon. C'est là que tu montes d'un grade, en fait, d'une certaine manière. Mais alors, qui décide que tu es prêt pour le travail de réception? Alors, c'est pas vraiment des grades. C'est vraiment des moments, je pense, des étapes dans la vie. Et après, par exemple, ceux qui décident, il n'y a pas vraiment une personne qui va décider pour toi. Genre, faut que ça vienne de nous-mêmes. D'accord. Faut qu'on sente quand même le moment au bout de 3, 4, 5 ans. Faut qu'on sente quand même le moment arriver. Où tu penses que... au niveau métier, au niveau de la pensée quand même tout de même, au niveau de la communauté, on se sent prêt à aussi endosser des responsabilités. C'est aussi ça en fait, devenir compagnon. D'accord. C'est après, on est entre guillemets les responsables dans une maison de compagnons. D'accord. On est les jeunes qui vont quand même guider les plus jeunes. D'accord. Voilà. Donc il y a quand même la notion de redonner ce que tu as reçu. Exactement. Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. D'accord. Et donc la réception, donc toi, il y a, je sais pas, 1 an, quand tu as dit je suis prêt. J'ai pensé être prêt et j'ai demandé à mes pairs, à mon métier, au matériau souple, en fait. J'ai demandé en réunion, est-ce que vous me sentez prêt, vous aussi? D'accord. C'est incroyable comme histoire. Et ils te sentaient prêt? Du coup, j'ai réalisé plusieurs travaux, dont ta paire de chaussures. Donc ça s'appelle un travail de positionnement. De positionnement. Qui sert à montrer aux jurys, je ne sais pas comment on veut dire, aux sages, aux vieux, aux anciens. Aux anciens, Aux anciens, exactement. Et c'est grâce à ce travail-là que tu sais, et qu'ils peuvent dire si tu es prêt à avoir le droit de faire ton travail de réception. C'est une des clés qui m'a permis de pouvoir de réaliser mon travail de réception. Donc j'ai un peu participé à... Exactement. Alléluia, mesdames, messieurs. Moi, je n'aurais pas vécu en vain. Non, mais ça me touche, parce que tu sais que moi, j'ai beaucoup d'estime pour tout ça, et je me bats un petit peu à l'époque, j'étais dans le désert, maintenant dans les décombres, enfin quand même, on progresse un tout petit peu, justement pour que ce type de tradition soit préservé, parce que pour moi, c'est vraiment le cœur. Alors, on va encore me jeter des tomates pourries, mais pour moi, c'est le cœur de l'identité française. On est presque les seuls au monde à faire cette chose-là. Et je trouve que c'est absolument fondamental de préserver ça. Alors, au moment où tu commences ton travail de réception, donc les anciens te disent « Ok, tu peux y aller, Pierre-Baptiste ». Là, tu dois choisir un parrain, c'est ça, de réception? Alors, les parrains, on a 2 parrains pour la réception, sont choisis avant. D'accord. Tout de même, avant que tu aies le feu vert, c'est ça? Exactement. Voilà, on a une mise, en fait, ce qu'on appelle une mise en chantier. Du coup, c'est un peu le start dans l'année. On commence le travail de réception. Avant ce moment-là, on doit avoir 2 parrains en fait. D'accord. Et toi, tu as choisi Jacques? Jacques, comme ici présent, et exactement, et un autre bottier qui est en Allemagne, à Karlsruhe plus précisément, Benjamin Bigot, qui est bottier à son compte en Allemagne. Voilà. Très bien. Et qui a fait son tour de France en France, mais qui s'est installé maintenant en Allemagne. Et quel est le rôle d'un parrain par rapport à un jeune garçon comme lui qui est en train de travailler sur son travail de réception, qui est un moment clé dans la vie d'un compagnon? Quel est ton rôle, donc, parrain? L'amener à la réussite, quoi. D'accord. Quand tu nous disais tout à l'heure, après tu es jugé, mais
En général, quand on t'amène à la réception, le parrain, il est là pour accompagner le jeune. Donc, c'est pas un couperet qui va tomber à la fin en disant « t'as fini ta pièce, ça passe ou ça passe pas Ouais. ». Nous, si on est là pour l'accompagner pour que ça passe. Bien sûr, bien Voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai envie de te dire que déjà, c'est lui qui choisit ses parrains, donc c'est peut-être aussi à lui demander pourquoi il m'a choisi moi. Bah ouais, pourquoi Mais... d'ailleurs, ça c'est une bonne question, pourquoi? Alors, je choisis nos parrains déjà par rapport aussi au métier. Mhm. Ça, c'est quand même primordial. Il faut quand même sûr, qu'ils nous bien sûr. suivent pendant 5 mois quasiment sur notre travail. Ouais. Et puis après, c'est aussi, on choisit aussi des individus qui nous touchent Ouais. et qui ont quand même une petite sensibilité avec la personne. D'accord. C'est quand même extrêmement important. Tu me disais que au moment où on reçoit un aspirant compagnon, c'est l'aspect métier est important, mais l'aspect état d'esprit est peut-être aussi important. Raconte-nous ça. C'est ça, 50-50 réellement? c'est le but, si tu veux, comme... On est dans l'accompagnement, Oui. on est préservé des métiers, on est un petit peu aussi sur l'excellence, on peut pas se le bien sûr, cacher. bien sûr. Et donc, si un compagnon qui a une bête de métier qui va pas transmettre aux jeunes, il a fait la moitié ça sert à rien en fait, il se regarde le nombril. Et par contre, tu peux avoir des compagnons qui sont peut-être pas... ils sont pas tous Pierre Corté, tu vois, mais ou Stéphane Jiménez. Mais à côté de ça, ils vont être dans l'accompagnement, ils ont l'état d'esprit, vachement pédagogue. Tu vois, c'est là où la balance est importante et fondamentale chez nous, quoi. Pierre-Baptiste, je suis sûr que les gens qui nous regardent sont intéressés par une question. C'est toi, tu vis dans une maison de compagnons donc depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Dans plusieurs maisons d'ailleurs. Tu as changé de maison, j'imagine. C'est ça. Ouais. C'est quoi la vie dans une maison de compagnons? C'est quoi? C'est une vie en communauté? C'est que tu vis dans un dortoir? C'est être en pension? C'est être à l'armée? Enfin, je ne sais pas, c'est quoi un petit peu l'idée? Alors, une vie dans une maison de compagnons, bon, après, il y a un aspect communautaire, oui. C'est sûr. Oui. On est, ça veut dire quoi? Vous mangez ensemble? On mange ensemble tous les soirs. Ouais. On est le week-end ensemble. Ouais. On se lève le matin quasiment ensemble. On prend le petit déjeuner ensemble. Ouais. La journée, on fait notre journée de travail en entreprise classique, comme tout le monde. Mais le soir, à partir de 19h, on se rejoint ensemble et on mange ensemble. D'accord. Donc, et après, vous travaillez après à 20h, dès que le repas est terminé, on travaille ensemble jusqu'à 22h, un peu plus tard, ça dépend. Mais voilà. C'est jusqu'à 22h. D'accord. Et vous êtes en dortoir ou pas? Alors ça dépend les maisons. Parce qu'il existe plusieurs types de maisons. Il y a des foyers, il y a des campagnes. Donc c'est des petits habitats qui accueillent généralement entre 5 et 8 personnes, ou un peu plus. Il y a des petites maisons où on est une trentaine. D'accord. Et il y a les gros sièges dans les grandes villes en France, où là on est entre 70 et 150. Toi, tu as vécu les 3 formats? Moi, j'ai vécu tous les formats. C'est vrai? Et laquelle est plus sympathique? Alors, les petites maisons, un peu à la campagne, sont extrêmement agréables parce qu'on n'est pas très nombreux, on est entre amis, vraiment, on connaît tout le monde. Contrairement dans les gros sièges où c'est un peu plus... entre 70 et 150 personnes, ça commence à faire du monde. Bah oui, bien sûr. Pour créer des liens personnels avec tout le monde, c'est quasiment impossible, même si c'est très fort chez les compagnons, c'est quasiment impossible. Alors que dans les petites maisons, on connaît tout le monde. On fait quasiment tout ensemble, les sorties. Et dans les petites maisons donc, que tu as bien appréciées, il y a différents. Donc tu cohabites avec tous les corps de métier. C'est-à-dire. On cohabite avec tous les corps de métier. Toi, tu as lié des amitiés quoi, avec des ébénistes? Avec des tailleurs de pierre, des charpentiers. Boulangers, il y a des boulangers. Il y a les boulangers, il y a les charcutiers, il y a même des vignerons aussi maintenant. Ah oui. Depuis, c'est assez récent, ça, quelques années. Ah, c'est génial. Voilà. Ouais. Et à Saumur, c'était une petite maison ou c'était C'est une petite maison, de compagnons avec notre mère du coup. D'accord. On était 23. 23. Voilà. D'accord. Et j'imagine que c'est des contacts que vous gardez au long cours. Bien sûr. Alors je crois qu'il y avait une tradition moi qui m'a toujours fasciné chez les compagnons, qui est très ancien régime pour moi quand même, ou très, on va dire, lutte contre l'ancien régime, parce que c'est un peu ça l'histoire des compagnons. C'était que les compagnons, quand ils sont reçus compagnons, on leur donne un nom, qui est généralement le nom de leur province ou de leur ville, je ne sais pas comment on fait, c'est ça, et un trait de caractère, c'est ça, ou quelque chose qui représente leur personnalité. Raconte-nous, ça existe encore cette tradition? Bien sûr. Le nom à ta réception, donc quand tu es reçu compagnon, donc les compagnons qui te reçoivent...
Donc, ont eu le temps de te connaître sur ton Tour de France. Donc, Ouais. on fait un petit tour des villes et les parrains aussi qui se prononcent là-dessus. Ouais. Et donc, te proposent, te choisissent un nom de compagnon qui correspond à une vertu acquise ou un de tes traits de caractère les plus forts. Donc c'est ta région ou ta ville. Donc moi je me souviens, Stéphane, notre ami Stéphane qui nous a quittés, c'était Bordelais la Persévérance. Donc alors moi connaissant Stéphane Jiménez, je peux dire que la Persévérance ça lui allait bien hein, quand même. C'était une sacrée tête de l'art même. On peut aller tout affectueusement hein, bien évidemment, mais c'était quelqu'un qui était quand même assez persévérant. Hein, c'est vraiment le mot. Il lâchait rien. Toi, c'est ton nom de compagnon, c'est? Moi je suis niçois va sans crainte. Tu vas sans crainte. Niçois va sans crainte. C'est génial. Et toi c'est? Alsacien, l'amour des arts. Alsacien, l'amour des arts, c'est cool. Je trouve ça absolument fascinant de cette chose. Alors, mesdames, messieurs, on ne va pas vous donner tous les détails sur comment rentrer chez les compagnons, etc. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est que c'est une opportunité géniale pour moi de parler de ça avec des gens qui vivent cette chose-là. Donc, Pierre-Baptiste, qui est un jeune garçon qui est encore... Il te reste encore 2 ans à faire, c'est ça? Il me reste 2 ans, voire 3. 2 ans, voire 3. À redonner de mon temps, de mon savoir, à apprendre des choses, bien sûr, encore. Ouais. Mais il me reste encore, C'est-à-dire, attends que je comprenne bien, quand tu es reçu compagnon, tu dois immédiatement retransmettre à d'autres ou aider les jeunes, les plus jeunes, on va dire. Exactement, c'est ce qu'on appelle les années de devoir, Ouais. donc qui suit l'année de la réception. Oui. Et c'est 2 ans, 3 ans, suivant les métiers, où on doit faire une gâche en fait. Une gâche, hein. En fait, c'est une sorte de, pas de travail, mais c'est pas une occupation non plus, c'est un devoir. C'est un devoir, voilà, c'est vraiment un devoir. Une gâche. Une gâche. Ouais. Voilà. On a des vieux termes. Chez les compagnons, c'est génial, c'est une gâche. Bon, c'est une d'accord, gâche. je prends une gâche. Ouais. Et il existe trois grandes gâches. Ouais. C'est compagnon itinérant. Oui. Du coup, c'est un compagnon qui continue de faire son tour de France en fait. D'accord. Qui va suivre des jeunes gens dans différentes villes. Voilà. Donc, il va les accompagner le soir. Il sera sans doute rouleur de maison. Donc, rouleur de maison. Rouleur. Donc c'est le compagnon qui va un peu faire rouler la maison effectivement. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Donc il va. C'est un peu le représentant. D'accord. Voilà. Donc ça c'est la 2e gâche, c'est ça? Et la 3e gâche c'est quoi? Et la 3e gâche c'est formateur. D'accord. Dans nos CFA, dans nos différents pôles d'apprentissage. D'accord. Il y a la gâche de formateur qui se fait sur 2 ou 3 ans, voire 4. Et toi, tu as choisi quelle gâche alors moi, ça va être pour l'instant 1 an de compagnon itinérant. D'accord. Voilà. Donc tu vas te balader? Je vais partir à Nantes et à Cholet. D'accord. Parce que, voilà. Il y avait une industrie de la chaussure extraordinaire à Cholet. Exactement. Fantastique. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Cortet a réouvert son entreprise à Cholet. Exactement. Un beau pro. Sa manufacture, Cortet. Exactement. Et on a aussi une formation qui s'est ouverte à Cholet. D'accord. Que je vais suivre. Et à côté de ça, je vais habiter à Nantes. En stage en entreprise. Et je vais suivre des jeunes le soir à la maison pour de Nantes. Les aider. Voilà, pour les aider. Donc en gros, si je résume, c'est ce que tu as reçu, il faut que tu le redonnes. Voilà. Exactement. Ça, dans des mots simples. Le cercle vertueux des compagnons. C'est ça, les compagnons, c'est vraiment... Mais c'est basé sur le bon sens, hein, et puis c'est facile, pour nous, c'est passe-moi le sel. Oui, bien sûr, mais enfin tout de même, c'est quand même quelque chose qu'on a un peu oublié. C'est-à-dire que il y a toujours deux côtés dans une responsabilité, et aujourd'hui on est dans une société malheureusement où les gens sont assez, pointus sur ce qu'on devrait leur donner, mais beaucoup moins sur ce qu'ils devraient donner en échange. Mais c'est un autre sujet que nous n'avons pas traité aujourd'hui. Disons qu'en tant que jeune, quand on arrive sur le tour, on est bien content que des aspirants plus âgés ou des compagnons nous suivent le soir. On n'est pas perdu, mais au niveau métier, au début, mais se retrouver seul dans une maison sans un référent métier, alors qu'on a des choses à réaliser, c'est très dur. Alors maintenant, on va rentrer dans ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est que donc on vous a expliqué. Donc redonne-nous les grandes étapes. C'est adoption. Oui, tu rentres apprenti chez les compagnons. Apprenti. 2 années d'apprentissage. Voilà. Pendant cette période-là, tu as la possibilité de rentrer sur le Tour de France par la première étape et la première porte qui est l'adoption. D'accord. Donc c'est la réalisation d'un travail qui doit être d'une 40aine d'heures. D'accord. Et puis la première initiation compagnonique, l'adoption. Ta canne et ta couleur, où tu es paré avec tes attributs pour partir sur le Tour de France. D'accord. 4 ans de Tour de France en moyenne.
entre 3 et 4 ans, on va dire. Ça va dépendre un petit peu de tes expériences. Ouais. On considère chez nous qu'il faut faire une année à l'étranger durant ces 4 années. Toi, tu as fait une année en Allemagne. En Allemagne, exactement. Chez Patrick Fry. Chez Patrick Fry. Qu'on adore, Patrick Fry, qui d'ailleurs... Que je salue. Ouais, c'est un mec formidable, qui est dans notre livre. D'accord. Donc ça, c'est... c'est pour donc postuler à l'étape de compagnon, la réception. Donc là, c'est la réalisation de ton chef-d'œuvre. Alors bon, vous posez la question depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ces deux choses qui sont derrière moi là? Ces choses un peu qui ont l'air plus... qui serait plus pour un talk show sur Lady Gaga plutôt que discussion sartoriale. On va en parler. Donc là, c'est le travail de réception de Pierre Baptiste qui est juste derrière nous. Mais avant de parler au travail de réception, donc travail de réception, et là, tu es reçu comme compagnon. Tu es reçu compagnon. Une question que tout le monde se pose. Tu gagnes ta vie ou pas comme compagnon? Bah écoute... Non, je veux dire, t'es payé quand tu fais tes salarié. études. T'es un salarié. Voilà. T'es salarié de qui? De l'entreprise pour laquelle tu travailles. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Et par rapport au salaire, enfin c'est même pas par rapport au salaire, c'est nous on a les maisons de compagnons te louent donc le logement et la nourriture, donc il y a ce qu'on appelle une pension, qui est pareil pour tout le monde, qui est basée. Bon après on est une association, on n'est pas là pour faire de l'argent. Oui bien sûr, pas de bénéfice quoi. Voilà. Ouais. Et donc tu es censé, et tous les jeunes. Capable de gérer son budget suivant les postes que tu occupes dans les entreprises, le salaire que tu gagnes. D'accord. Parce qu'après, c'est vrai que tu as des métiers où les primes de chantier, tout ça, certains, des charpentiers, des couvreurs, ils vont gagner peut-être un peu plus d'argent qu'un maroquinier sur le Tour de France qui travaille dans une entreprise industrielle, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, tu es capable de... T'apprends à gérer ton budget, tu as le gîte et le couvert, et normalement, il t'en reste à la fin du mois. Voilà. C'est vraiment une école de vie globale. Hein. Moi, je pensais que c'était vraiment une école de métier, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, en fait, le compagnonnage. Alors, j'essaye de comprendre, parce que cette chose-là, je commence à avoir les mains qui brûlent, là. J'ai envie d'ouvrir cette chose-là. Je sens le cuir. On va vous expliquer pour toi, je le sens d'ici. Toi aussi, tu le sens. Hein. Je le sens très bien. Ouais, c'est un cuir de Russie qui sent très fort. Et c'est un peu l'idée. Hein. C'est-à-dire, ça sent bon, hein, je vous dis, mesdames, messieurs, mais ça sent très, très fort. Donc, j'essaye de comprendre où ça s'appelle ça un travail de positionnement. Donc on a déjà un peu abordé, mais j'aimerais juste que tu me redires, Pierre-Baptiste. Donc c'est au moment où toi, tu demandes à pouvoir faire un travail de réception que les anciens ont besoin de savoir où tu en es et te demandent de faire ça. Exactement. Ah ouais. En fait, on postule pour tailler à la réception. Oui. On doit d'abord finir aussi, avant toute chose, nos progressions. Oui. C'est les travaux qu'on doit rendre tous les ans. D'accord. Sur le Tour de France. Oui. Donc voilà, à chaque année, on a environ 3 progressions à rendre chez les cordonniers bottiers. D'accord. Et l'année où on souhaite postuler pour la réception, on doit finir nos progressions et réaliser un travail de positionnement. D'accord. Voilà. Donc on a un petit livret où tout ça est validé. Oui. Et on doit ensuite présenter notre travail de positionnement et si celui-ci est validé et si tout est validé, on peut se lancer sur le travail de réception. Donc la paire que tu as fait à mes mesures, qu'on a choisi ensemble, t'a servi à valider le fait que tu avais le droit d'aller vers ton travail de réception. Voilà. C'est quand même un parcours du combattant, enfin je veux dire, c'est précis quoi. C'est précis et en même temps, ça permet aussi aux compagnons de voir le niveau que tu as et de t'accompagner au mieux sur ton travail de réception. D'accord. Tu vois, si sur la paire, il va dire, bon, bah là, tu vois, ta finition, ton bout dur, ton machin, il va falloir que tu fasses attention à ça sur ta pièce de réception. Tu vois, c'est déjà, ça te donne une petite guideline aussi. Tatin, bon allez, vas-y, envoie la paire. Alors là, mesdames, messieurs, hein, donc voilà, donc c'est le travail. Alors je l'ai vu, allez, je vous le dis, je l'ai vu il y a un quart d'heure. Je l'avais vu en photo avant. Il est venu aux États-Unis me faire mon essayage, ce qui lui a permis de visiter la Géorgie, n'est-ce pas, mon cher? Et avec ton anglais impeccable. Exactement. Ouais. Alors voilà, cette paire, donc. Alors là, on est sur de la botterie traditionnelle, en grande mesure, hein, puisqu'il est venu mesurer mon pied. On a choisi le modèle ensemble. Il a fait un chausson d'essayage ou une toile d'essayage, on dit chez Loeb. Je ne sais pas pourquoi on dit une toile d'essayage. Tu es chez Loeb en ce moment. Exactement, hein. oui, c'est une toile d'essayage. Une toile d'essayage. Ouais, mais enfin, c'est plutôt un chausson d'essayage. Et ça, donc, c'est la paire définitive que je découvre en même temps que vous. Alors, très beau. Je vais la regarder un petit peu en détail, mais je ne peux pas le faire devant la caméra comme ça, mais c'est du beau travail. Donc ça a été fait par un jeune garçon de 23 ans, voilà, mesdames, messieurs, avec donc ce fameux cuir. Alors on va pas faire 2 heures sur le cuir de Russie, mais je vais quand même expliquer. Donc la tannerie, c'est Baker, right? Baker, en Angleterre. Alors Baker, c'est la seule tannerie aujourd'hui qui fait, entre guillemets, ce qu'on appelle le vrai cuir de Russie. Hein. Bon. Alors, quand je disais que ça sentait, c'est tout simple, c'est qu'en fait, ce cuir-là a une particularité, c'est qu'il y a un procédé de tannage avec de l'écorce d'arbre et il y a de l'huile de bouleau.
Alors, c'est pas l'huile de bouleau, on pourrait comprendre que je veux dire de l'huile de coude. Oui, il y a beaucoup d'huile de coude là-dessus, ça c'est sûr. Aussi. Mais de l'huile de bouleau, l'arbre, en l'occurrence, qui donne ce parfum un peu particulier qui témoigne du fait que c'est un vrai cuir de Russie. Et ça sent, littéralement. Moi, j'aime bien l'odeur, personnellement, mais ça sent relativement fort. Alors, l'histoire derrière ce cuir, pourquoi on l'appelle un cuir de Russie? Rapidement, 1 minute. Pourquoi? Parce qu'avant la révolution bolchevique, c'était un cuir, c'était une technique qui était faite en Russie, tout simplement. Et c'était une technique un peu particulière. Vous savez, il y a une espèce de... C'est un cuir grainé, mais avec des grains qui sont un peu irréguliers. Et en fait, les Russes étaient très fiers de ce cuir parce qu'il était, soi-disant, par sa technique de tannerie et de tannage, meilleur en termes d'isolation par rapport à la pluie, comme on dit, d'étanchéité, et un petit peu plus souple. Oui. Alors, tout le monde en était très fier. Et puis, quand la révolution bolchevique est arrivée, l'URSS est arrivée, est tombé un peu en désuétude, on a perdu la trace de la cuir de Russie et personne ne savait la recette pour avoir cette odeur, ce toucher, ce rendu, etc. Et il y a eu cette fameuse histoire dans les années 70, en 72 je crois, où ils ont retrouvé un vaisseau marchand qui s'était échoué, qui avait coulé et qui a été repêché en 1972 je crois. Je me souviens plus du nom du bateau, tu t'en souviens de Katarina, je sais pas quoi. Meta Katarina, on va vous le mettre dans la description. Et dedans, il y avait un stock de cuir de Russie. Ce bateau a coulé en 1786, je crois. Et donc, il a été retrouvé en 1972, presque 200 ans plus tard. Et en fait, le cuir était encore intact. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un stock hallucinant de cuir de Russie. Et donc, ça a excité évidemment toute la communauté. George Cleverley en a acheté un petit peu. Hermès aussi un petit peu. Donc, évidemment, ils ont vendu ça à des prix complètement stratosphériques parce que c'est quand même un cuir qui avait passé... aux enchères, je crois. Aux enchères, qui avait passé 200 ans sous la terre. Non, mais eux, après, quand ils faisaient des souliers avec ça, ils vendaient ça à des prix stratosphériques parce que t'achetais un morceau d'histoire d'une certaine manière. Et depuis lors, il y a une personne qui a décidé d'essayer de refaire du cuir de Russie en essayant de retrouver tous les ingrédients, parce qu'il n'y avait pas d'écrit sur le sujet. Alors c'est une belle histoire quand même. C'est une très belle histoire. Et c'est même une personne chez Baker, donc en Angleterre. Ils ont même employé le nez de chez Givaudan, qui est un des plus grands parfumeurs du monde, pour essayer au nez de détecter les essences qui servaient à faire le cuir de Russie, à lui donner son toucher particulier, et puis cette odeur indéfinissable, que d'ailleurs je crois que c'est Chanel qui a fait un parfum exactement, qui s'appelle Cuir de Russie, qui est inspiré directement de cette odeur-là. Oui. Ouais, c'est incroyable. C'était à la mode dans les années 30 Exactement. de se parfumer en cuir de, cuir de Russie. Le parfum s'appelait Cuir de Russie. C'est incroyable cette histoire-là. Donc voilà, et donc quand Pierre Baptiste me dit c'est mon travail de positionnement, etc., c'est important pour moi, j'ai dit bon, on va quand même pas faire un truc non plus complètement déjanté parce que je le porterai pas, et puis deux, on va pas faire un truc non plus complètement classique. Il fallait qu'il y ait un petit twist, et donc il m'a dit qu'est-ce que tu penses? Alors on était parti pour faire un peu d'alligator en nubuck au début, on a réfléchi. Exactement, en norvégien, un color, etc. Exactement. Oui. Et puis finalement on est parti sur quelque chose de entre guillemets plus simple, mais avec un matériau exceptionnel. Le cuir de Russie. C'est la première fois que tu travaillais le cuir de Russie? C'est la première fois. Ouais. Ça, tu en vois beaucoup passer, pas tant que ça, c'est assez rare. C'est très rare. Ouais. L'odeur est tout de même assez forte. Ouais. Le cuir coûte très très cher. Ouais. Très très cher. Ouais. C'est pas non plus de l'alligator ou du croco, mais ça coûte... Ouais, ça coûte très très cher, je sais. Ouais. Donc c'est un matériau absolument exceptionnel. Et donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais pas les mettre au pied aujourd'hui, je vais les garder. Alors moi, il faut que tu saches, Pierre-Baptiste, ne prends pas ombrage si je les porte pas tout de suite. J'ai un tout petit problème, j'ai un trouble obsessionnel du comportement avec les souliers. Je ne peux pas porter un soulier avant de l'avoir admiré au moins 6 mois. 6 mois. Ouais, je sais pas, parce que si tu veux, ça me fait mal au cœur de soumettre ces beaux travails au supplice de l'asphalte. Tu vois, pour moi, c'est presque un supplice. Et maman qui est là d'ailleurs avec nous, se souvient très bien que je refusais de porter mes chaussures neuves. Je dormais avec. Et tu vois, donc à mon avis, j'étais déjà bien atteint. Tu vois, ça m'a amené à créer. Mais c'est un très très beau travail. Et surtout, je suis content de participer au travail de positionnement de Pierre Baptiste, qui depuis, mesdames, messieurs, a eu le droit de faire son travail de réception. Alors là, le travail de réception, explique-nous ce que c'est, parce que ce qu'on voit derrière, on se dit, c'est pas forcément très portable cette affaire. Bon, c'est une botte de femme, évidemment, plutôt une botte d'artiste pour moi, mais donc un travail de réception, c'est pas forcément un travail, notamment pour un bottier, qui doit être portable. C'est pas le sujet. Alors, sur sa pièce de positionnement, on a vu qu'il savait faire des chaussures portables. Voilà, très belles en plus. Et vendables. Ouais. Et vendables, ouais, exactement. Et donc, si tu veux, c'est le défi un peu technique. Oui.
On s'accomplit un peu par notre travail, tu sais, chez les compagnons. Donc, en plus, tu as en référence tous les anciens, tous leurs travaux. Ouais. Donc, Jiménez, je me souviens, une botte de moto. Magnifique. Magnifique. Sublime. Hein. Super travail. Tige cousu main. 400 Finition maroquinier sur la tige. Vous la connaissez, cette botte. Hein. Moi, quand tu me demandais tout à l'heure où j'avais rencontré Stéphane, moi j'étais l'atelier en dessous où je faisais mon travail d'adoption. Et lui, il était un étage au-dessus, il faisait son travail de réception. Ah oui. Donc, on s'est connus dans l'effort aussi. Incroyable. Incroyable. Pour la petite histoire, Jacques et Stéphane se sont connus à l'époque de Stéphano Bemer, c'est ça Aussi, oui, chez Stéphano. Donc... Je faisais la maroquinerie sur mesure et il est arrivé en renfort à l'atelier. Alors raconte-nous donc un travail de réception, parce que ça, donc l'idée c'est de montrer, c'est un chef-d'œuvre en fait, on pourrait parler d'un chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre, oui, mais le compagnon n'est pas assez arrogant pour. Non, mais je veux dire, je parle pas pour prétendre faire des chefs-d'œuvre. Non, je parle pas du jugement de valeur que c'est un chef-d'œuvre, mais pour vous, c'est le chef-d'œuvre sur le parcours où tu dois montrer là où tu en es rendu techniquement, en fait. Voilà, exactement. Et après, donc le rôle du parrain, c'est l'accompagner pour pas non plus qu'il se brûle les ailes, qu'il aille trop loin, et que par rapport à ses compétences, il soit pas dans la douleur, mais qu'il se dépasse et qu'il fasse une pièce aussi qui lui corresponde. Bien sûr. Et voilà, après on s'exprime par notre travail. Bien sûr. Avant de regarder le travail de réception de Pierre Baptiste, le tien, ton travail de réception, c'était quoi ? Nécessaire de toilette, art déco, en galucha. En quoi ? En galucha. Ah oui. Et tu l'as encore ? Ouais, il est dans mon atelier à Paris. T'as des photos ? J'ai des photos, oui. Tu pourrais ? On voudrait le montrer quand même à l'image et tu pourras nous envoyer des photos. Oui, on fait tout en direct, mesdames, messieurs, parce que j'aimerais bien montrer. C'est encore pertinent. Tu veux dire, tu es content de ce travail-là ? Parce que je me souviens de Stéphane me disait finalement, je la trouve pas terrible, ma botte de réception, etc. Bon, il faisait ça un peu pour. Il la trouvait pas terrible, mais. Il aimait bien la montrer. Il aimait bien la montrer. Et toi, tu es content de le montrer aussi, le nécessaire de toilette ? Ouais, c'est une étape de. Tu sais, on met la barre vachement haut en plus quand on est gamin. Ouais. Tu vois, on se dit, bon, bah là, je vais tout donner, c'est la réception. Et effectivement, j'étais content de l'avoir fini. Voilà, et de on plus vous la le regarder. montre maintenant à l'image. Voilà, le nécessaire de toilette en galucha, on dit ? En galucha, ouais. En galucha. Redis-nous ce que c'est le galucha. C'est de la peau de raie. D'accord. La raie, comme la raie, le poisson. En fait, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est l'ancêtre du papier de verre. D'accord. Oui. Alors, mesdames, messieurs, devant vos yeux ébahis et interrogatifs, auteurs, je vous présente le travail de réception de Pierre-Baptiste L'Hospital. Alors, ce n'est pas une paire pour moi, je vous le dis tout de suite, et je ne suis même pas sûr que cette paire soit portable par qui que ce soit. Peut-être, à moins d'avoir un pied quand même très, très, très fin. Très fin. Alors là, j'avoue que je me suis un peu amusé sur ce travail. Oui, je vois ça. Je me suis amusé. Oui. Après, en théorie, elle est tout à fait portable. Ah, d'accord. Après, donc, raconte-nous la genèse du... Alors, donc, raconte-nous d'abord ce que c'est. En fait, il faut plus voir ça comme une sorte de... Bon, c'est peut-être un peu hautain de dire ça, mais il faut plus voir ça comme une sculpture. D'accord. Voilà, c'est une pièce de cuir qui moule vraiment le travail de forme, qui est quand même un travail de forme extrêmement agressif, avec des arêtes. Pour le moins. Beaucoup de courbes, notamment au niveau de l'arrière, au niveau du talon. Le coup de pied qui est aussi très prononcé. Justement, j'ai pas de coup de pied vraiment à proprement parler. Par contre, j'ai un angle ici qui crée une cassure assez agressive. Le bout de mon travail aussi, lui, donne du mouvement à l'ensemble qui rappelle un peu la pointe du talon. Et ça donne tout ça un peu un ensemble un peu piquant au travail. Sur la tige, en fait, le travail de tige, lui, c'est juste vraiment un seul morceau de cuir. C'est un seul morceau. Un seul morceau de cuir, le travail de tige. Il n'y a qu'un seul morceau, et ça, c'est pour vraiment avoir une sensation un peu latex qui moule la forme. D'accord. Vraiment, on pourrait dire que c'est comme un cambre. Il y avait un gros travail de cambrage, effectivement. En fait, j'ai cambré directement sur forme. Oui. Effectivement, c'est un énorme travail de cambrage ça a duré sur plusieurs jours, en fait. Ah oui. Parce qu'on a un angle qui n'est pas à 90 degrés non plus, mais pas loin. Et du coup, toute la complexité de ce travail a été de passer toute la matière, tous les plis à ce niveau-là. Voilà. Ah oui, c'était pas facile là. Non, pas du tout. Vraiment, c'est très difficile là. Mais ça donne le résultat que j'ai voulu. Oui. Et voilà. Et tu es content. Et je suis assez content, même si tout est perfectible. Alors Jacques t'a aidé pour l'arrière du soulier, c'est ça ? Spécifiquement ?
n'est-ce pas? Alors Jacques m'a aidé sur beaucoup de choses. Oui, non, mais Sur attends, évidemment, il t'a accompagné, ça on avait compris. C'est ton parrain. Donc il a Exactement, suivi oui, tout c'est le ça. truc. C'est mon Mais il est parrain. intervenu spécifiquement sur une partie. Sur la tirette, qui est D'accord. extrêmement importante. La tirette, c'est cette chose-là, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que lui, il est maroquinier, donc forcément, il connaît un peu l'histoire, n'est-ce pas? Et donc, sur quoi était-il intervenu? Ça m'intéresse. Sur la conception de la tirette, sur la Ouais. fabrication. D'accord. Voilà. Après, entièrement sur la conception de la chaussure. Oui. J'ai été accompagné par plusieurs personnes. Oui. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dans son atelier, qui est dans le Marais. Mhm. Euh, Ton atelier. Mon atelier. Son, ouais. son D'accord. atelier. Mhm. Voilà. Ok. Et voilà, sur la tirette, parce que c'est un détail, des fois on peut l'oublier. Ah bah Surtout nous, non. en tant que bottier, ça nous intéresse pas toujours vraiment beaucoup. Oui. Mais là, comme on peut le voir, ça apporte quand même beaucoup de choses au travail. Alors, je suis quand même assez étonné. Comment on fait un talon comme ça? C'est de la sculpture, là, littéralement. C'est de C'est-à-dire la comment tu évides cette chose-là? C'est très compliqué. Tu travailles sur quel type d'outil pour faire ça? Alors en fait, ça c'est un talon bottier. Donc, D'accord. en fait, c'est exactement la même méthode que sur ce projet-là. Ah bon? C'est exactement la même chose. D'accord. Voilà, donc en fait, c'est des couches de Ouais, on voit que c'est cuir. exactement la même chose, oui, forcément. C'est- Tu veux dire techniquement, Techniquement, c'est la même chose. En Ouais. fait, c'est des couches de cuir qui sont collées et pointées entre elles. Ouais, Voilà, on fait un assemblage. ouais, Sauf que là, c'est sur 13 cm que je l'ai fait. ouais. J'ai Ah, consommé. c'est du cuir. C'est du cuir. Ah, on dirait C'est du un- bois, en fait. On hein, dirait c'est- du bois, ouais. ouais. Mais C'est un peu l'idée. C'était l'idée, mais c'est du cuir tout de même. Donc en fait, c'est un talon très traditionnel. Ah oui, avec différentes strates de cuir qui Voilà. sont collées. Comme sur ce soulier, en fait, Ouais. voilà, ici, il y en a 5. Ouais. Là, il y en a 27. 27 Voilà. strates de cuir. Voilà, par pied. D'accord. Et du coup, j'ai Waouh, waouh, consommé waouh. pas mal de cuir pour ces talons-là. J'imagine. Sauf qu'effectivement, après, je me suis un peu éclaté sur la sculpture, entre guillemets. Ouais. Voilà. Et là, on travaille au banc d'abord, pour dégrossir tout ça. Donc le banc de cordonnier, le fameux Ouais. banc qui Bien sûr, tourne, bien qui sûr. tourne avec des bandes. Le tranchet, le verre, la Dremel beaucoup. Donc D'accord. ça, c'est un outil qui est un peu plus moderne, entre guillemets. La Dremel. La Dremel, c'est Ouais. quoi? C'est une sorte de petite ponceuse Ouais. électrique. On peut mettre plusieurs modules dessus. D'accord. Et du coup, on a des petits modules en métal D'accord. qui grattent le cuir, quoi. C'est un flexible comme chez le dentiste ou les Voilà. bijoutiers, quoi. D'accord. C'est Ah ça. oui, d'accord. Ce qui permet Redis-moi le vraiment. nom. Une Dremel. Une Dremel. D'accord, je ne connaissais pas ce nom-là. D'accord. Est-ce que tu es satisfait de ton travail de réception, toi d'abord, personnellement? Je suis satisfait du résultat, en fait. Parce que, voilà, quand on voit le travail, c'est ce que je voulais vraiment. Ouais. Après, voilà, il y a toujours des choses techniques qui auraient pu être beaucoup mieux. Oui. Après 5 mois de travail, 4 mois et demi, c'est très long. Oui. Il faut aussi... De quel d'ailleurs, je voudrais faire un petit commentaire. On en parlait juste avant. Nous avons partagé un très bon pouilly fuissé de chez Philippe Guillonnet qui s'appelle Sur la Roche. Il ne faut surtout pas en commander parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Mais c'est un très très bon vin. Et Jacques me disait qu'il y avait un nom pour les personnes qui préparaient leur travail de réception. On appelle ça la renardière, c'est ça? Oui, c'est le lieu un peu où tu te coupes de la communauté, Oui. la tanière du Du jeune renard. en voie de réception, ouais. Ouais. Donc le renardière parce qu'il s'isole en fait. D'accord. Voilà. Et moi, je peux témoigner que Pierre-Baptiste, je n'ai pas réussi à te joindre pendant au moins 2 mois. Tu étais coupé du monde. J'étais un peu coupé, ouais. Ouais. Et puis, en fait, on a même plus... c'est horrible de dire ça, mais on a même plus envie de vraiment de D'être dans le monde. sortir Ouais. du travail, parce qu'on est vraiment, on pense qu'à ça. Vous pensez qu'à ça, c'est On obsessionnel. pense qu'à ça Ouais. le soir, la journée, le matin, tout le temps. On pense vraiment qu'à ça. C'est vraiment notre projet. Ouais. C'est l'aboutissement quand même de 5 ans, Oui. voire plus. Bien sûr. Et c'est aussi le début d'autre chose. Donc on a envie de faire quelque chose de beau. Oui. On essaye. On a envie de se faire plaisir. C'est Oui. aussi un moment où on est un peu libre au Oui. niveau créatif. Bien sûr. Donc ça nous prend vraiment à cœur. Hmm. Et c'est vrai que pendant 4 mois ou 5 mois, D'accord. on Dans est- la renardière. voilà, donc. dans la renardière. Ouais. Mais ça, c'est très accepté dans les compagnons. On connaît bien ce système-là. C'est-à-dire que quand on fait son travail de réception, généralement, les gens sont obsédés et s'isolent un peu. Oui, bah, il s'isole, mais en même temps, tu as la communauté qui vient te voir. Voilà, Ah oui. c'est extrêmement important. Ouais. D'accord. Mm. Qui vient te voir pour t'encourager. Bah, ils pour- sont tous passés par là, tu vois, les anciens compagnons. Ouais. Même les jeunes compagnons sur le Tour de France. Ouais. Ils ont vécu cette étape. Donc, tu vois, tu as un charpentier, un boulanger qui va venir te voir le soir, qui va te demander, parce que lui, il découvre, il sait pas. Tu vois, Ouais. ils n'ont pas forcément tourné avec des maroquiniers ou des Mm. cordonniers sur les villes du Tour de D'accord. France. D'accord, d'accord. Donc, tu as cet échange fraternel du compagnon ou du jeune. Ouais. Et ouais, c'est des moments qui sont assez forts, quoi. Ah ouais, j'imagine. Et le moment de la réception,
Raconte-nous un peu comment ça se passe. En fait, parce que pour nous, on comparerait ça à un grand oral ou un truc comme ça. C'est un peu ça l'idée. Tu es devant un jury. Comment c'est? Est-ce que c'est très formel? Alors, comment ça se passe? Avant la réception, on a ce qu'on appelle une correction. Une correction. Voilà, donc ça se passe souvent. Là, ça s'est passé une semaine avant ma réception. Oui. Du coup, c'est la correction. Ça s'est fait. Pour nous, on était 8. Oui. C'était à Lille. Donc, on est tous montés entre frères et sœurs de réception. Ah oui, parce que chez les compagnons, il n'y a pas que des frères, il y a aussi des sœurs. Hein. Exactement. On dit un compagnon, mais ça peut être une femme. Ça peut être une femme, bien sûr. D'accord. Et il y en a de plus en plus des femmes? Dans nos métiers, il y en a beaucoup. Oui. Chez matériaux souples. Oui. Et dans les autres, il y en a de plus en plus, effectivement. D'accord. Ça, c'est tant mieux. Donc, continue. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc on a la correction. On a été corrigé à Lille, il y a un mois maintenant. Oui. Donc, c'est quoi la correction? C'est au moment où ils te donnent les derniers conseils, ils te recadrent, non? C'est quoi? Le NOTRA est fini. Oui. On monte avec nos travaux, nos dossiers, et on a une présentation qui dure à peu près 20 minutes. D'accord. Et on doit présenter notre travail, comment ça s'est passé, le nombre d'heures, le coût, oui. Les difficultés, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, etc. Et on doit vraiment faire, c'est un oral en fait. D'accord. Et quelle est la vertu de la correction? C'est juste à quoi ça sert ce moment de correction? La correction, à la fin, ils nous disent si on peut être reçu après. Ah, voilà. D'accord. Donc, c'est une étape fondamentale. Parce qu'après, si tu veux, la réception, c'est un peu plus symbolique, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils ne jugent pas ton travail. C'est plus initiatique, on va dire. Initiatique. La correction, c'est vraiment... c'est là où on juge la qualité du travail. Voilà, c'est ça. C'est le travail. Ouais. C'est le travail, il est validé ou non. Oui. Ce qu'il y a à redire dessus, bien sûr. C'est vraiment c'est le jury de fin d'études, quoi. J'ai compris. Voilà. Ils sont durs ou ils sont un peu... genre, tout le monde gagne un peu? Excuse-moi de te poser la question comme ça un peu direct, mais j'aime bien poser des vraies questions tant qu'à faire. Est-ce que tout le monde gagne ou est-ce que ils sont justes. Ils sont justes. Ils sont justes. Ouais. Comme dit, en fait, c'est pas au bout de, entre guillemets, il y a peu de chances que ça se passe mal le jour de la correction, car on est bien suivi. Ah oui, forcément. On est très bien suivi. Continu d'une certaine manière. On a exposé notre projet, ce qu'on voulait faire, 4 mois auparavant. D'accord. Un peu plus. Et pendant les 4 mois, on est très bien suivi. On se montre quand même, on fait vérifier notre travail au fur et à mesure. Ouais. Donc il y a quand même peu de chances que ça se passe mal le jour J. J'ai compris. Mais après, le jour J à la correction, il y a quand même des choses à redire. Ouais. On les écoute. Ouais. Et voilà. Ah oui, d'autant plus qu'avant d'avoir le droit de commencer ton travail de réception, tu dois avoir l'accord des anciens pour savoir si tu es prêt pour ton travail de réception. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, je comprends, dans le cursus, il y a peu de chances que tu te plantes à la fin, parce que toutes les précautions ont été prises au fur et à mesure. Quoi. Ça arrive que les gens ne soient pas reçus? Non, généralement, ils sont reçus. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais. Plus pour l'état d'esprit peut-être que pour le travail? Parce que c'est vraiment un équilibre entre les deux. Hein. C'est ça. Après, tu sais, ce qui peut arriver, c'est que tu as des jeunes où on leur dit si tu fais ça, tu vas te planter. Nous, on a l'expérience. Là-dessus, fais attention. Ouais. Et ça peut être... ça arrive où tu en as qui pensent détenir un peu la science infuse, qui n'écoutent pas, et qui vont dans le mur, après qui se dégoûtent du truc. Et tu vois, ça peut prendre des proportions un peu. Est-ce qu'on peut dire, sans exagérer, que les compagnons du devoir, c'est aussi pour la jeune génération comme toi, c'est un peu une école d'humilité? Est-ce qu'on peut dire ça sans se tromper? On est dans le dur, donc ça apprend à être humble. Ouais, je pense. On peut dire ça? Tu penses que c'est assez juste de raconter ça? Oui. Surtout lorsqu'on arrive, en fait, chez les compagnons, qu'on vient apprendre un métier, au final, on n'est pas grand-chose. Oui. Surtout, on ne connaît rien du tout par rapport au métier. On est face à... Moi, quand je suis arrivé chez Anthony... Chez Anthony Delos, je faisais pas le figure. Je parlais pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est un peu une star en plus, Anthony, même si c'est un type hein. absolument délicieux et charmant. Mais c'est un peu une des stars du métier. C'est un peu une star du métier actuellement, oui. Ouais, bien sûr. Mais donc on peut dire que l'humilité, c'est un peu au centre de cette affaire-là quand même. On est bien d'accord. Bien. Donc, merci pour ça. Alors, le travail de réception de Pierre-Baptiste L'Hospital. Alors moi, je trouve ça. Alors, je suis très impressionné par. Alors, ce qui m'impressionne, c'est je sais pas comment dire. La fluidité de l'objet malgré ses accidents. Parce que c'est quand même, il y a beaucoup d'accidents le talon est très particulier, cette ligne un petit peu de fracture ici au niveau de l'empeigne.
mais je trouve quand même qu'il y a quand même une vraie fluidité. Il y a une chose que j'aurais envie, mais je ne vais pas le faire maintenant, c'est d'enlever le bois de dedans pour voir à quoi il ressemble. C'est facile à enlever ou c'est compliqué? Ah non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Donc je ne vais pas enlever le bois, mesdames, messieurs. Peut-être que j'aurai l'occasion de le voir plus tard. Mais c'est voilà. Et donc un travail de réception comme ça, ça va te suivre toute ta vie. Tu vas le garder. Il va d'abord être présenté à la Maison des Compagnons pendant un certain temps, à Hôtel de Ville. D'accord. Donc place Saint-Gervais. Ah oui. C'est là où j'ai réalisé ce travail. Et du coup, il va rester là-bas pendant un certain temps en vitrine. D'accord. Voilà pour qu'il soit montré à d'autres personnes. Mm-hmm. Et après. Peut-être, je le récupérerai. Peut-être. Tout est très étrange. Moi, j'adore cette. C'est vraiment c'est presque une civilisation avec des méthodes un peu parallèles au monde dans lequel on vit, mais ça fait beaucoup de bien d'écouter ça. J'ai juste 2-3 petites choses, 2-3 détails, 2-3 dernières questions pour vous. D'abord, je suis très intrigué, Jacques, par tes boucles d'oreilles. Je m'aperçois qu'on se tutoie en fait depuis le début, ça va, c'était cool. Oui, très bien. On s'est dit tu rapidement, hein. D'ailleurs on n'a même jamais dit vous d'ailleurs. Non. Non, c'est comme ça, on est chez les compagnons. Moi je ne suis qu'un garçon extérieur, mais j'aime beaucoup cette culture-là. Alors je sais que les boucles d'oreilles que tu portes parce que tout a une signification chez les compagnons du devoir, c'est presque une société secrète au sens non péjoratif du terme, c'est une confrérie, donc tu me disais que alors ça porte un nom particulier, parce que tout porte un nom particulier chez les compagnons, mais donc ces choses-là avaient une signification. Raconte-nous ça, je suis très intrigué. Ça s'appelle des joints. Des joints. Voilà. D'accord. Donc ces boucles d'oreilles que tu peux demander à porter une fois que tu as été reçu compagnon. Oui. Alors, suivant les métiers, c'est des codes un peu différents. Ouais. Nous, c'est 1 an après la réception. D'accord. Donc toi, tu n'aurais pas le droit de les demander pour l'instant, les joints. D'accord. Dans 1 an, il pourra. D'accord. Et on te fait bien comprendre que si tu demandes à porter les joints, tu représentes les compagnons. Ouais. Bien qu'il n'y ait que les compagnons qui savent ce que c'est au final. Oui, bien sûr. Ça ne veut plus vraiment dire grand-chose dans notre société, les boucles d'oreilles et les accessoires, j'ai envie de dire. Ouais. C'est une façon symbolique de représenter mon attachement au compagnonnage. D'accord. Et normalement, tu dois les garder toute ta vie. C'est-à-dire que on te fait bien comprendre que si tu demandes à porter les joints, tu les enlèves pas. Tu les enlèves pas. Voilà. Pas pour dormir, pas pour prendre une douche, pas pour aller à la Déjà, piscine, c'est compliqué parce que c'est serti. Donc, il me faudrait 2 pinces pour les enlever. Ouais. Donc, techniquement, déjà, c'est compliqué. D'accord. Mais voilà. C'est rigolo. Moi, j'aime. Alors, c'est des traditions. C'est des choses un peu ésotériques. Ésotériques dans le sens littéral, mesdames, messieurs. On va faire un peu de sémantique. Vous savez que je suis très attaché au sens des mots. Ésotérique voulant dire réservé à des initiés. Donc, c'est vraiment cette notion-là que tu dois comprendre pour comprendre un objet ou une tradition ou une action, etc., ou même un texte. Si c'est ésotérique, ça veut dire que c'est réservé à des initiés, c'est-à-dire des gens qui ont fait le cheminement et ont compris ce que ça voulait dire. Et ça, on est typiquement sur un objet ésotérique au sens littéral du terme, ce qui me plaît beaucoup. Messieurs, merci beaucoup pour ce moment qui était pour moi, c'est un bain de jouvence. Pour 2 raisons. Première raison, c'est que j'ai reçu une magnifique paire de souliers par Pierre Baptiste, donc je vais quand même l'essayer. Je vous dirai le résultat, peut-être dans une émission future, mais je sais déjà que c'est un très joli travail et surtout, pour moi, ça a de la valeur, pas tant pour l'objet lui-même, qui est très beau par ailleurs, pour le cuir également, qui est complètement exceptionnel, c'est un cuir très rare, mais également, c'est que j'aurais à ma petite échelle, participer à l'éclosion d'un bottier qui, j'espère, fera une belle carrière. J'imagine que c'est ton but de faire une belle carrière et de faire ce métier pour toute ta vie. Mais bon, voilà, c'est toujours touchant de pouvoir participer, au-delà de simplement recevoir un objet, au parcours de vie d'un jeune artisan. Vous savez que c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour nous, puisque c'est ce qu'on défend depuis presque 15 ans maintenant, avec Sonia et toute mon équipe. La deuxième raison, c'est que ça nous a donné une occasion formidable de parler du compagnonnage. Donc merci Jacques pour ta présence, parce que ça nous donne un tout petit peu plus une vision un tout petit peu plus concrète. Et puis surtout, la troisième raison, c'est que pour moi, qui défend des valeurs un peu surannées, qui se prend des tomates pourries toute la journée, parce que moi je dis les gars, faire table rase de tout et dire que tout ce qui était avant c'était nul et que les traditions on doit faire table rase, etc. On est assez peu de gens dans cet univers aujourd'hui un peu lobotomisé par plein de choses, de dire non, il y a quand même des choses dans les traditions qui sont fondamentales à conserver. Moi personnellement, quand on commence à réécrire Victor Hugo, Émile Zola ou Cervantes, j'ai un peu mal à ma culture, et donc je trouve que ce que vous faites dans les compagnons et ce que vous
ce que vous défendez, voilà. Je trouve que c'est beau, voilà, tout simplement, et c'est très en phase avec ce qu'on essaye de faire sur cette chaîne. Donc merci messieurs pour votre visite. On va suivre de très près la carrière de Pierre-Baptiste L'Hospital. Si vous avez envie de connaître un peu plus le travail de Jacques Ferrand, c'est ça, hein, je l'ai bien dit. Tu as un compte Instagram, j'imagine. Tu montres un peu ton travail. Très petite communication, mais. Oui, mais on peut quand même découvrir ton travail de maroquinier ici et là. Donc on va mettre les liens. Tu me donneras les liens. On va mettre ça dans la description, que vous puissiez voir le travail de Jacques, qui, en dehors du fait qu'il est parrain de Pierre-Baptiste chez les Compagnons pour son travail de réception, est également donc maroquinier, hein, à Paris, hein, n'est-ce pas ? À Paris, oui. Tu es à Paris. Voilà, et donc on va suivre tout ça de très près. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Moi, j'ai passé un moment extrêmement agréable. On va également vous mettre les liens sur le site internet de l'association ouvrière des Compagnons du Devoir, pour que, s'il y a quelqu'un dans votre famille, ou si vous, jeune personne qui regarde ça, ça vous a inspiré peut-être de vous renseigner sur ce sujet, sachez qu'il y a cette chose absolument magnifique qui existe encore en France et dont nous sommes très fiers. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales. D'ici là, prenez soin de vous, habillez-vous un peu, soyez élégants et surtout prenez soin des autres. À très bientôt mes amis, au revoir.